ignorant qu'il était le propriétaire de la société qui signait leur accord de $. Millions. Ils lui ont versé du vin devant 200 invités, le traitant de personnes indignes. Personne ne savait que l'homme dont il se moquait était l'investisseur derrière toute l'affaire. Des téléphones enregistrés. Les murmures se sont répandus rapidement. Quelque chose a changé dans ses yeux lorsqu'il est sorti sans dire un mot. Et les retombées ont commencé avant même qu'il ne réalise qu'il était parti. Avant d'aller plus loin, nous aimerions beaucoup que vous cliquiez sur le bouton s'abonner. Votre soutien compte énormément pour nous et cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires fortes. Maintenant, commençons. Vous savez cette nuit où tout semblait impeccable, mais où quelque chose de laid se cachait sous le vernis. C'était la nuit où Julien Moreau entrait dans le grand salon Illon. Il portait un costume bleu marine, une coupe de cheveux soignée, une montre simple, rien d'extravagant. Le genre de look que les gens riches ignoraient parce qu'il n'attirait pas l'attention. Il aimait ça. Laissez-les deviner. Des lumières en cristal pendaient au-dessus de nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux que personne n'écoutait vraiment. Le parfum se mêlait à l'odeur du steak et du vin. Des téléphones étaient sortis. Personne ne voulait manquer l'occasion de prouver qu'il avait été présent. Sur chaque écran, un logo continuait de tourner Hale Quantum Systems. Leur gros accord de $800 millions avec un investisseur mystère était le seul sujet de conversation. Le personnel en chuchotait dans le couloir. Les invités se vantaient comme si l'affaire leur appartenait. Julien se déplaçait lentement dans la foule, les mains dans les poches, les yeux balayant les visages. La sécurité l'avait déjà arrêté une fois à la porte. Le garde avait regardé de haut en bas et lui avait demandé « Vous êtes avec le service de traiteur, monsieur ?» Julien avait souri et montré sa carte d'invitation noire avec le sceau argenté. Le garde s'était écarté, embarrassé, mais quand même. À l'intérieur, la même énergie le suivait. Deux femmes en paillettes lui ont jeté un coup d'œil puis ont déplacé leurs pochettes sur l'autre bras comme s'ils risquaient de les bousculer. Un homme en smoking lui a coupé la route au bar et a dit avec un petit rire « Le personnel d'abord, n'est-ce pas ?» Julien s'est simplement décalé sur le côté et a commandé de l'eau. Pas besoin de s'expliquer, si cette nuit se déroulait comme il avait prévu, les explications seraient pas nécessaires. Au fond de la salle, les caméras se sont tournées vers la scène, tandis que l'animateur tapait sur le micro. Sa voix a résonné au-dessus du faible brouhaha. Mesdames et messieurs, bienvenue au Galom Systems. Les les têtes se sont tournées, les applaudissements se sont élevés comme un réflexe appris. Julien s'est resté près d'une colonne, assez proche pour voir, assez loin pour être invisible. L'animateur a souri trop largement. Ce soir, nous célébrons un partenariat historique $800 millions. Un contrat qui changera la ville, le marché, peut-être le monde. On pouvait sentir la cupidité s'épaissir dans la salle. Puis elle est apparue. Vanessa Delcourt, la femme du PDG, a glissé sur la scène dans une robe dorée qui captait chaque parcelle de lumière. Elle a salué comme une reine, les lèvres peintes d'un trait rouge parfait. À côté d'elle se tenait son mari Richard Delcourt. Le visage de l'entreprise, costume ajusté impeccable, tout le monde les regardait. Tout le monde, sauf l'homme qui possédait l'entreprise attendant de signer cet accord. Julien. Les murmures ont commencé avant même que Julien ne bouge. Les gens le repéraient du coin de l'œil, se donnant des coups de coude comme s'il s'était introduit par la porte de service. Un serveur est passé avec un plateau de vin et une invitée s'est penchée vers son ami. Je jure que ce type ne cesse d'apparaître là où il ne devrait pas. Peut être qu'il fait partie du personnel qui essaie de se fondre dans la masse. L'ami a ri doucement. Joli costume cependant. Julien a ignoré cela. Il s'est frayé un chemin à travers la foule, les mains détendues, les pas mesurés, le tapis était doux sous ses chaussures, assez épais pour étouffer le bruit. Il observait la scène de loin, les yeux fixes, la mâchoire serrée. Vanessa l'a repéré la première. Son sourire narquis s'est formé lentement, comme si elle reconnaissait une cible qu'elle attendait. Elle a murmuré quelque chose à son mari et Richard a froncé les sourcils. Richard était descendu de la scène avec un faux charme et a marché droit vers Julien. Son sourire semblait forcé. « Monsieur, êtes-vous censé vous tenir ici ?» Il a tendu la main et a tapoté la manche de Julien comme s'il s'attendait à ce qu'il sursaute. Julien a gardé sa voix douce. « Je suis bien ici, j'observe simplement. » Richard a gloussé. « Observez, n'est-ce pas ?» Il a claqué des doigts vers un serveur. « Apportez-lui une serviette ou quelque chose. On dirait qu'il transpire dans ce costume bon marché. » Quelques invités ont regardé, essayant de ne pas fixer. Un homme a murmuré assez fort qu'il a laissé entrer dans l'espace VIP. L'entrée du personnel est de l'autre côté. Vanessa s'est approchée ensuite, ses talons claquant dans un rythme clair. Elle a pris un verre de vin rouge sur un plateau qui passait sans même regarder le serveur. Elle a dévisagé Julien de haut en bas. « Tu sais, chérie, si tu avais besoin de travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. Faire semblant d'être un invité n'est pas la bonne approche. » Julien n'a rien dit. Son calme les a déstabilisés davantage. Vanessa s'est rapprochée, soulevant lentement le vin.
Va porter ça à la table 3. Ils attendent, elle l'a poussé vers sa poitrine. Quand il ne l'a pas pris, son sourire s'est évanoui. Sérieusement, fais ton travail. Richard a pris le verre de sa main. Permettez-moi. Il a levé haut, les yeux sur la foule, un travailleur confus de moins qui gâche l'ambiance. Puis il a incliné le verre vers l'avant, vidant le vin sur le costume de Julien. L'éclaboussure a frappé, chaude et nette. Quelques gouttes ont glissé le long du col de Julien. Des halètements ont traversé la pièce. Quelqu'un a murmuré « Merde, il a vraiment fait ça ». Une autre personne a levé son téléphone enregistrant. Vanessa a ri doucement. Peu, et que maintenant il sait où est sa place, Julien a essuyé sa mâchoire avec 2 doigts, lent, contrôlé. Il a ajusté sa manche, redressé sa posture et s'est dirigé vers la sortie sans un seul mot. Un serveur a murmuré en le voyant passer. Cet homme est sorti comme s'il était le propriétaire de l'endroit. Personne ne l'a cru. Pourtant, le couloir à l'extérieur du salon de bal semblait plus frais, presque silencieux après l'éclat de bruit qu'il laissait derrière lui. Julien avançait d'un pas régulier. Ses doigts effleuraient le bord de sa veste où le vin s'accrochait en une tache sombre. Il a expiré une fois, doucement et sous contrôle, puis a sorti son téléphone de sa poche. L'écran a éclairé son visage d'une douce lueur. Il a tapé un numéro. Une voix a répondu rapidement. « Prêt pour les instructions, monsieur ?» Julien a gardé sa voix basse, retiré l'offre, verrouillé tous les canaux, annoncé le maintenant. Compris, il a mis fin à l'appel sans émotion. Un couple attendait près de l'ascenseur, le regardant comme s'il le reconnaissait d'un endroit qu'il n'arrivait pas à situer. La femme a murmuré « C'est le type qu'ils ont arrosé ». Il n'a même pas réagi. L'homme a secoué lentement la tête. Les gens riches ne s'attendent jamais à ce que les silencieux y postent. Julien a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et leur a fait un simple signe de tête, rien de plus. Pendant qu'il descendait, il a légèrement desserré sa cravate. La faible odeur de vin persistait dans le tissu. La course de l'ascenseur bourdonnait d'une musique douce, le genre qui s'estompait dans les murs. Le reflet de Julien le fixait, les yeux stables, la mâchoire calme. Il a vérifié un deuxième message. L'équipe juridique avait déjà confirmé l'action, tout était en mouvement. Lorsque les portes se sont ouvertes, le hall bourdonnait de clients sortant pour des appels, des boissons ou une nouvelle tranche de potin. Quelqu'un a reconnu la tache de vin et a murmuré « C'est lui ». Il a entendu une autre voix près du bar. « Je jure que quelque chose ne va pas, on marche pas comme ça à moins d'être quelqu'un ». Julien est passé devant eux sans ralentir. Dehors, l'air nocturne était un peu froid, juste assez pour aiguiser ses pensées. Un voiturier s'est précipité, mais Julien a levé la main légèrement. « Marchez, c'est bien ». Le voiturier a reculé incertain. Alors que Julien traversait l'allée, les lumières du salon de bal se sont répandues sur le trottoir. La musique à l'intérieur a enflé puis s'est coupée soudainement. Les gens se sont tournés vers les fenêtres en verre, confus. Un homme près de l'entrée a marmonné. Pourquoi tout s'est-il arrêté ? Quelque chose s'est passé là-dedans. Peut-être un problème avec l'accord. Sa partenaire a haussé les épaules, mais ses yeux sont restés fixés sur la salle. Julien a atteint le coin du parking, son téléphone a vibré à nouveau. Un message est apparu. Annonce livrée. Partenaire notifié. Il a verrouillé l'écran et a glissé le téléphone dans sa poche. Derrière lui, les portes vitrées de l'hôtel se sont ouvertes brusquement. Des voix se sont élevées sous le choc, des chaises ont grincé. Une vague soudaine de agitation a frappé le hall. Des invités ont afflué vers l'entrée, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Julien ne s'est pas retourné. Il est entré dans la lumière du lampadaire, les épaules détendues, l'expression illible, avançant avec la même certitude tranquille qu'il avait eue toute la nuit. Tandis que la ville bourdonnait autour de lui, la première secousse des retombées a commencé à l'intérieur du salon de bal qu'il venait de quitter. Il a continué à marcher. La nuit avançait avec lui. À l'intérieur du salon de bal, tout s'est effondré en même temps. La musique s'est coupée à la minote, les écrans ont clignoté et l'animateur s'est figé avec son sourire à moitié levé. Un homme grand en costume gris s'est dépêché à travers les tables, téléphone pressé contre son oreille. Son visage est passé de la confusion à la panique. Il a murmuré quelque chose à l'animateur qui est devenu pâle. Richard l'a remarqué le premier. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il exigé. L'animateur a dégluti, la signature est suspendue, la salle a éclaté, les conversations se sont élevées, aiguës, se chevauchant comme des vagues frénétiques. Quelqu'un près de la scène a marmonné. « Suspendu ? Pourquoi ?» a chuchoté une femme à son partenaire. « C'est impossible, on ne gèle pas un accord de 800$ millions au milieu d'un gala. » Vanessa a essayé de garder son calme, mais sa main tremblait. Elle s'est penchée vers l'animateur. Qui a donné cet ordre ? L'animateur semblait presque effrayé de parler. Cela vient d'en haut, le partenaire a dit que la directive était définitive, la mâchoire de Richard s'est serrée. Qui est en haut ? Je suis en haut. L'animateur a secoué la tête. Pas ce soir.
De l'autre côté de la pièce, les cadres vérifiant leur téléphone, des alertes sont apparues rapidement, chacune pire que la précédente. Quelqu'un a lâché. Tous les comptes liés à Huntom viennent d'être gelés. Une autre voix a ajouté. Les investisseurs se retirent. Mon écran est rouge. Des halètements se sont propagés dans la salle. Les caméras ont piqué à nouveau. Même les serveurs ont cessé de bouger. Puis quelqu'un près des portes a tapoté un ami et a chuchoté « Regarde ça ». L'ami s'est penché plus près, mis les yeux écarquillés. Attends, n'est-ce pas le type sur lequel ils ont versé du vin? Une vidéo jouait sur un téléphone. Le clip montrait Richard jetant du vin sur Julien. L'éclaboussure était claire. Vanessa souriant d'un air suffisant. La légende disait « Ils ont humilié un homme qu'ils pensaient être du personnel. Il est sorti comme s'il était le propriétaire de l'endroit. » Le clip a circulé rapidement dans la salle. Les invités ont regardé fixement. Les téléphones se sont levés. Les halètements se sont transformés en un silence perçant. Vanessa a attrapé le bras de Richard. « Répare ça maintenant !» Il a rétorqué. « Je ne sais même pas ce qui a cassé. » Sa voix s'est brisée. Quelqu'un a fait ça exprès. Une nouvelle alerte est apparue sur les écrans principaux. Contratom Systems résilié. Richard a cligné des yeux fortement. Résilié, pas d'avertissement, pas de négociation. Quelqu'un du conseil d'administration s'est précipité vers lui. C'est catastrophique. Savez-vous qui vous avez offensé? Richard a voyé. Je n'ai offensé personne. Le membre du conseil a riposté. Vous avez offensé l'homme qui finançait cet accord. Le souffle de Vanessa s'est coupé. Qui? La voix du membre du conseil est tombée. Julien Moreau. Le visage de Richard s'est vidé. Le membre du conseil a ajouté « Il est dit le propriétaire de la société partenaire de tout. » Un halètement a parcouru la salle. Un serveur a chuchoté près du mur « Je vous l'avais dit qu'il ne marchait pas comme le personnel. » Un autre serveur a chuchoté en retour « Ils se sont gravement attaqués à la mauvaise personne. » Richard a regardé autour de la salle comme si l'air s'était évaporé. Vanessa oyait une main sur son front. Son maquillage s'est estompé. Sa voix tremblait. « Nous avons versé du vin sur l'investisseur. » Les retombées ont frappé de plein fouet. Les invités ont reculé. Certains sont partis tranquillement. D'autres ont tout enregistré. L'avenir de Al Shantoum s'est effondré en temps réel et quelque part dehors, Julien continuait de marcher. Le matin est arrivé brutalement pour Richard et Vanessa. Les gros titres ont inondé chaque écran avant le lever du soleil. Des clips de l'éclaboussure de vin tournaient sans arrêt. Les commentaires les ont traînés dans la bouche sans pitié. Les investisseurs ont fui. Les partenaires ont disparu. Les membres du conseil d'administration ont démissionné pendant la nuit. La valeur de Alcantom a chuté si vite que cela semblait irréel. Vanessa a à peine dormi. Elle s'était assise au bord du lit, les mains tremblantes, le mascara maculé, le téléphone vibrant sans arrêt. Richard faisait les S pas dans la pièce, les cheveux en désordre, la chemise froissée. Chaque appel qu'il faisait se terminait par le même ton sec. « Nous, nous retirons. » Ne rappelez plus. À midi, Vanessa lui a dit « Il faut lui parler. Si on ne le fait pas, tout est perdu. » Richard a hésité puis a hoché la tête faiblement. Ils se sont rendus dans le quartier tranquille de Julien à l'opposé de leur matin chaotique. Quand Julien a ouvert la porte, il les a étudiés avec des yeux calmes, comme si aucune tempête ne l'avait touché. Vanessa a parlé la première, sa voix brisée. « Nous avions tort. Nous vous avons traité comme rien. S'il vous plaît, laissez-nous arranger ça. » Richard a ajouté tremblant. « Nous avons tout perdu. Donnez-nous juste une chance de parler. » Julien s'est écarté mais ne les a pas invités à entrer. Il a gardé un ton doux mais ferme. « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu à la seconde où vous avez décidé que la valeur des gens venait de votre confort. » Ils sont restés silencieux. Il a continué. « Vous avez construit un monde où vous croyiez que le manque de respect n'avait pas de prix. Maintenant, vous voyez la facture. » Vanessa suait son visage murmurant. « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Julien a répondu. « C'est ça le problème. Vous vous fichiez de savoir qui j'étais. » Richard a dégluti. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ?» Julien a secoué la tête une fois. L'accord est parti, la confiance est partie, et ma porte s'est fermée. Il a reculé et a terminé avec une dernière phrase tranquille. « Marchez prudemment, le monde est plus petit que vous ne le pensez. » Ils sont repartis sans rien, sa vie a avancé, leur héritage non. Si vous voulez plus d'histoire où le pouvoir bascule en un seul instant et où la justice s'abat clairement, appuyez sur suivre et restez à l'écoute. Je me souviens de la date parce qu'elle avait neigé dans la matinée, un événement rare ici, et que le jardin semblait appartenir à une autre région, à une autre saison, à une autre vie. Hélène était revenue d'un déplacement que je n'avais pas questionné. Elle s'était assise dans la cuisine avec sa tisane. Elle me regardait d'une manière étrange, comme si elle pesait chacun de ses mots avant de choisir de ne pas tout dire. Elle m'avait simplement demandé si je savais à qui appartient réellement une maison quand celui qui l'a bâtie commence à vieillir. J'avais répondu
À ceux qui l'habitent. Chat. Elle avait secoué la tête, puis elle avait dit non, elle appartient à celui qui la défend quand les autres commencent à la regarder comme un futur partage. Sur le moment, j'avais cru à une de ces phrases de fin de journée, ces phrases graves qu'elle lançait parfois, comme si elle continuait en silence une conversation commencée dans sa tête plusieurs heures plus tôt. Maintenant, tout cela remontait avec une netteté insupportable. Elle savait, ou du moins elle pressentait assez pour prendre des précautions. Ce que j'ignorais encore, c'était à quel point elle avait agi. Le 12 avril au soir, après le départ de Claire, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. J'ai appelé Julien. Je lui ai demandé de venir. Sa voix a changé immédiatement. Il avait l'air de s'attendre à cet appel depuis des jours. Il est arrivé 45 minutes plus tard, avec une enveloppe Kraft sous le bras. Il s'est assis en face de moi. Il avait le visage fermé des hommes qui apportent une vérité dont ils savent qu'elle va blesser avant de sauver. Il a posé l'enveloppe sur la table, sans parler. Puis il a dit « Papa, je crois que maman avait prévu quelque chose. » Ces mots ont fait basculer la pièce. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas senti seulement la colère ou l'humiliation. J'ai senti la présence d'Hélène. Pas une présence douce. Pas un souvenir tendre. Une présence droite, lucide, presque sévère. Comme si, depuis l'endroit où la mort l'avait conduite, elle refusait encore qu'on me traite comme un homme déjà sorti du monde. J'ai posé la main sur l'enveloppe, et j'ai compris que ce que Claire avait prononcé dans cette cuisine n'était peut-être pas le commencement de ma chute. Peut-être était-ce le moment exact où sa propre chute allait commencer. L'enveloppe Kraft était restée quelques secondes entre mes mains avant que je l'ouvre. Le papier était épais, presque rugueux, et portait cette odeur sèche des études notariales, des archives, des décisions qu'on enferme dans des classeurs en croyant les retirer du tumulte des familles. Julien n'a pas parlé pendant que je sortais les documents. Il me regardait comme on regarde un homme sur le point de découvrir que sa femme morte a continué d'agir après sa propre disparition, non par miracle, mais parce qu'elle avait compris avant lui où se formait la fissure. Le document principal portait la date du 22 novembre 2022. Nom du notaire. Maître Lenoir. Étude à agent. Je l'ai lu une première fois sans respirer, puis une deuxième fois plus lentement. Hélène n'avait pas rédigé un testament ordinaire. Elle avait établi un acte de donation-partage, assorti d'une clause de contrôle, qui rendait impossible toute aliénation du bien sans mon consentement exprès, certifié, réitéré, à pleine capacité. La maison n'était pas abandonnée au mécanisme brut d'un héritage futur. Elle était verrouillée, organisée, défendue. Et la clé de cette défense ne se trouvait ni chez Claire ni chez Marc. La répartition prévue était d'une précision presque implacable. Hélène me garantissait l'usage, la jouissance et la maîtrise absolue de ma résidence, aussi longtemps que je serais vivant et juridiquement capable. Une quote-part particulière était fléchée de telle sorte qu'aucune vente, aucun transfert, aucun engagement relatif à la maison, ne puisse être décidé sans l'accord écrit de deux titulaires désignés, moi et Julien. En cas de décès de ma part, la continuité de contrôle revenait à Julien seul, et non à un partage égal entre les enfants. Autrement dit, ce que Claire croyait déjà pouvoir préparer n'avait en droit aucune existence. Ce qu'elle appelait avenir n'était, en réalité, qu'un fantasme de prédation. Je suis resté longtemps à regarder la signature d'Hélène. Son écriture penchait légèrement à gauche quand elle était fatiguée. Je l'ai reconnue immédiatement. Pas seulement avec les yeux, avec la poitrine, avec le manque. Elle avait signé cela, alors qu'elle savait déjà qu'elle allait mourir. Elle l'avait fait sans tapage, sans menace, sans scène. Elle avait pris la peine de voir un notaire, de faire rédiger l'acte, de prévoir les conséquences, de choisir le bon enfant, celui qui ne trahirait pas. Et elle ne m'en avait pas parlé entièrement. Non par défiance à mon égard, par protection, parce qu'elle savait que je n'aurais pas voulu croire ce qu'elle déjà voyait venir. Julien m'a expliqué qu'il avait été contacté par le notaire au mois de mai 2023, quelques semaines après l'enterrement. Maître Lenoir lui avait confirmé l'existence de la clause, et lui avait remis copie des pièces, en lui recommandant la prudence. Julien avait préféré se taire dans l'immédiat. Il m'a dit qu'il avait senti, après la mort de maman, que tout était trop vif, trop fragile, trop mêlé. Il avait pensé que le bon moment viendrait si nécessaire.
Ce soir du 12 avril 2024, ce moment était venu. Je n'ai pas eu la force de lui reprocher son silence. Parce qu'au fond, il avait raison. Certaines vérités, si elles sont révélées trop tôt, ne sauvent rien. Elles ne font qu'ajouter de la confusion à la douleur. Le lendemain, le 13 avril 2024, à 9h30, j'ai appelé l'étude de Maître Lenoir. Je voulais entendre une voix vivante confirmer ce qu'un papier affirmait déjà. Le notaire a été sobre, presque clinique. Oui, l'acte était valide. Oui, les clauses étaient exécutoires. Oui, aucune décision relative au bien ne pouvait être prise sans mon accord écrit et sans celui du second titulaire mentionné. Oui, toute tentative de pression familiale n'aurait aucune valeur. Il a même ajouté, après un silence, que Madame Delmas avait été d'une lucidité remarquable au moment de la signature. Il a dit cela comme on parle d'un dossier bien monté. Moi, j'y ai entendu autre chose. Le dernier rempart d'une femme qui avait compris que l'amour n'empêche pas toujours les enfants de dériver. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti trahi avec une précision plus cruelle encore. Car désormais, le doute n'était plus possible. Si Hélène avait pris de telles dispositions, c'est qu'elle avait vu, senti ou redouté quelque chose de suffisamment grave pour agir en secret. Elle n'avait pas voulu punir Claire. Hélène n'était pas une femme de vengeance. Elle avait voulu me protéger. Et on ne protège pas un homme de ses propres enfants sans raison. Le 14 avril, Julien a appelé Claire. Il ne m'a pas mis sur haut-parleur. Je n'ai entendu que sa moitié de conversation, mais cela suffisait. Sa voix d'abord contenue, puis plus dure, des silences. Une phrase répétée. Non, tu ne peux rien faire sans lui. Puis, maman l'avait prévu. Ce n'est pas ça une question d'interprétation, Claire. C'est écrit. Quand l'appel s'est terminé, Julien a simplement dit « Elle ne s'attendait pas à ça ». Je l'ai regardé et j'ai répondu « Parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa mère la connaisse mieux qu'elle-même ». Le même après-midi, Marc a appelé un avocat. Nous l'avons su plus tard, non parce qu'ils nous l'ont dit de bonne foi, mais parce que, dans les familles où la manœuvre échoue, il reste toujours des traces nerveuses. Appels précipités, messages supprimés, demi-confidences, visages qui blanchissent. L'avocat aurait confirmé ce que le notaire avait dit. L'acte tenait, les clauses étaient solides, il n'y avait pas d'espace pour contourner la volonté d'Hélène. J'ai imaginé Marc recevant cette réponse. J'ai imaginé son calme se fendre, non sous l'effet de l'émotion, mais sous celui de l'échec. Les hommes comme lui supportent très mal qu'un plan échoue à cause d'une femme morte. Claire, elle, n'a pas appelé pendant plusieurs jours. Pas un mot, pas une excuse, pas même une indignation. Ce silence en disait plus qu'un aveu. Quand les gens sont réellement persuadés d'agir pour le bien d'autrui, ils s'indignent quand on les contredit. Ils se défendent, ils se justifient, ils appellent, ils argumentent. Claire n'a rien fait de tout cela. Elle s'est tue parce qu'elle avait compris que la scène de la cuisine n'était plus défendable. Et surtout, parce qu'elle venait de découvrir que sa mère, celle qu'elle croyait pouvoir invoquer en faveur du raisonnable, s'était dressée contre elle depuis sa tombe. Le 19 avril 2024, 6 jours après la confirmation du notaire, Adrien est venu me voir. Il a poussé le portail avec la prudence de quelqu'un qui sait entrer dans une maison chargée d'humiliation. Je l'ai trouvé changé. Pas physiquement. Moralement. Il avait le visage de ceux qui viennent de comprendre que la violence familiale n'est pas toujours spectaculaire, qu'elle peut se présenter sous la forme d'un tableur, d'une brochure, d'un argument sanitaire, d'un ton doux. Je lui ai fait du café. Il s'est assis à ma table, mais pas à la place d'Hélène. Il ne l'aurait jamais fait. Il a gardé les mains autour de sa tasse avant de parler. Il m'a dit « Papy, je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais l'entendre aller jusqu'au bout sans l'aider. Il a continué. Il m'a raconté la réunion du 30 mars avec plus de détails que Julien n'en avait donné. Marc parlait de logistique. Claire parlait de sécurité. Ils avaient même évoqué l'idée de ne pas trop attendre parce que, plus tard, ils risqueraient de s'opposer par orgueil. Par orgueil. Ainsi donc, vouloir rester chez soi, dans la maison qu'on a bâtie, était devenu de l'orgueil. Adrien avait dit que c'était indigne. Claire lui avait répondu qu'il était jeune, qu'il ne comprenait pas les contraintes, qu'un jour il la remercierait peut-être de faire ce qu'il fallait. Alors Adrien avait compris que le langage de la nécessité peut devenir l'alibi le plus propre de toutes les cruautés.
Je l'ai écouté presque 2 heures. Il m'a parlé de sa honte, de sa colère contre sa mère, de la manière dont Marc orientait les conversations depuis 1 an, sans jamais donner l'air de pousser directement. Il m'a dit qu'il avait remarqué, dès l'automne 2023, que chaque repas familial finissait par glisser vers les questions de patrimoine, de succession, d'anticipation, de gestion intelligente. Hélène venait à peine de mourir, et eux parlaient déjà comme des héritiers impatients. À cet instant, j'ai vu dans le regard d'Adrien quelque chose qui m'a bouleversé. La même capacité qu'Hélène à reconnaître la faute avant même qu'elle ne prenne un visage complet. Il avait ses yeux de jeune femme des années 60, sur les photos en noir et blanc, quand elle devinait déjà ce que les autres ne voyaient pas encore. Avant de partir, Adrien m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Le pire, papy, ce n'est pas qu'ils aient pensé à l'argent. Le pire, c'est qu'ils ont commencé à parler de toi comme si tu étais déjà absent. Voilà. C'était cela. Le crime premier. Avant la vente éventuelle, avant la maison de retraite, avant les papiers et les calculs, il y avait eu une opération plus profonde, plus ignoble. L'effacement symbolique. On m'avait réduit à une absence future dont il convenait d'organiser les suites avant même que cette absence n'existe. Les jours suivants, j'ai recommencé à traverser la maison d'une autre manière. Chaque pièce portait désormais une double vérité. Celle que j'avais vécue, et celle que d'autres avaient commencé à lui attribuer en secret. La chambre du fond n'était plus seulement la chambre où Hélène avait rendu son dernier souffle, elle était aussi, pour eux, une future pièce vide. Le potager n'était plus seulement la terre que je travaille depuis plus de 50 ans. Il était devenu, dans leur esprit, une charge à supprimer. La cuisine n'était plus seulement la pièce où l'on a nourri 3 générations. Elle était devenue la scène choisie pour ma mise à l'écart. Quand une famille se corrompt, elle souille les lieux autant que les liens. Et pourtant, au milieu de cette noirceur, quelque chose tenait. La volonté d'Hélène. Son intelligence froide. Sa façon de ne pas me laisser nu face à la dernière bassesse de notre propre sang. Plus j'y pensais, plus je comprenais la violence contenue dans ce qu'elle avait fait. Elle avait regardé sa fille, elle avait regardé son gendre, elle avait mesuré l'avenir, et elle avait choisi, non le confort moral, non l'illusion d'une égalité abstraite entre les enfants. Elle avait choisi la vérité, celui qui protégerait, celui qui ne vendrait pas, celui qui ne prendrait jamais ma vieillesse pour une opportunité. Le 25 avril 2024, je me suis surpris à parler à Hélène à voix haute dans la cuisine. Je lui ai demandé si cela lui avait coûté de signer cet acte, si elle avait pleuré en sortant du cabinet du notaire, si elle avait souffert de voir sa propre fille comme une menace potentielle. Je n'aurai jamais la réponse. Mais je connais assez Hélène pour imaginer ceci. Elle n'a pas agi contre sa fille. Elle a agi pour la vérité. Et parfois, dans une famille, la vérité impose des gestes que les âmes faibles qualifieront de durs, alors qu'ils ne sont que justes. À partir de ce moment-là, je ne voulais plus seulement me défendre. Je voulais regarder Claire en face, non pour l'écraser avec un document, non pour jouir de son échec, mais pour l'obliger à entendre ce qu'elle avait fait. Car il existe des fautes que le droit peut empêcher de produire leurs effets, mais que seule la parole peut nommer, et tant qu'elles ne sont pas nommées, elles continuent de pourrir dans les murs. Le 2 mai 2024, j'ai appelé Claire. Je lui ai dit de venir. Seule, sans marque, sans intermédiaire, sans prétexte. Elle a accepté après un silence. Je savais qu'elle viendrait. Les gens qui perdent le contrôle d'une situation tiennent toujours à sauver quelque chose du récit. Je l'attendais donc, non comme un père qui espère encore une explication, mais comme un homme qui a enfin compris qu'il lui faut venger la vérité, pas par la violence, mais par la mise à nu. Le 2 mai 2024, à 16h20, Claire s'est garée devant la maison. J'ai entendu sa voiture s'arrêter, le moteur se taire, la portière claquer, puis ses pas sur l'allée de gravier. J'étais dans la cuisine quand elle est entrée. Elle n'a pas embrassé l'air, n'a pas dit bonjour trop fort, n'a pas cherché à faire semblant. Elle avait le visage tiré, les lèvres serrées, l'air d'une femme qui connaît désormais l'existence d'un gouffre et qui vient vérifier à quelle profondeur elle s'y est elle-même précipitée. Cette fois, elle ne s'est pas assise à la place d'Hélène. Elle a choisi la chaise d'à côté. Ce seul geste disait déjà quelque chose. Elle savait. Je me suis assis face à elle. Entre nous, la table.
La même table qui avait vu les repas de famille, les dictées du jeudi, les anniversaires, les disputes d'adolescents, les tartes d'Hélène, les cafés d'hiver, les silences du deuil. Et maintenant, la vérité. J'ai remarqué que Claire avait les mains vides. Ni dossier, ni brochure, ni carnet, ni argument préparé. Elle avait compris qu'elle n'était plus en position de diriger la scène. Mais la honte ne rend pas forcément juste. Elle rend d'abord prudente. Je n'ai pas commencé par parler du document. Je n'ai pas parlé du notaire. Je n'ai pas parlé de ce qu'elle pouvait ou ne pouvait plus obtenir. Ce n'était pas le plus important. Le droit avait déjà fait son travail. Ce que je voulais, c'était autre chose. Je voulais l'obliger à regarder sa propre défiguration morale. Je lui ai parlé d'Hélène, je lui ai rappelé la date du 18 février 2023. L'heure, la chambre, le figuier derrière la fenêtre. Sa mère amaigrie, lucide, presque translucide, et pourtant plus solide que beaucoup de vivants. Je lui ai rappelé tout ce qu'Hélène avait porté dans cette maison. Les enfants, les économies, les peurs, les réparations silencieuses, les dimanches qu'elle sauvait quand nous étions trop fiers ou trop fatigués pour parler. Je lui ai rappelé qu'Hélène avait vécu ici 51 ans, qu'elle avait veillé chaque mur, chaque rideau, chaque assiette, chaque saison du jardin. Claire m'écoutait sans m'interrompre. Son visage bougeait à peine. Mais ses yeux, eux, ne tenaient plus. Puis je lui ai dit que sa mère, le 22 novembre 2022, était allée chez le notaire. Seule. Malade, déjà. Fatiguée, déjà. Mais parfaitement lucide. Je lui ai dit qu'elle l'avait fait pour protéger cette maison. Et surtout pour me protéger, moi. À ce moment-là, Claire a fermé les yeux très brièvement. Pas longtemps. Juste assez pour que je voie la phrase entrer en elle comme une lame. Car soudain la scène ne lui opposait plus seulement un père et une fille. Elle lui opposait une fille à sa mère morte. Et il n'existe pas beaucoup de miroirs plus cruels. Je lui ai demandé « Depuis quand me regardais-tu comme un homme qu'il fallait sortir d'ici ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, alors j'ai continué. Je lui ai rappelé les brochures du 8 octobre 2023. Les questions de Marc sur la chaudière, le toit, les fondations, le repas du 14 décembre où elle m'avait parlé de résidence palais moderne avec des activités, l'appel de Julien du 3 avril 2024, la réunion du 30 mars, le calendrier envisagé avant l'été, les calculs, les établissements, l'estimation, et enfin cette phrase du 12 avril. Tu n'es plus le bienvenu ici. J'ai prononcé cette dernière phrase lentement, sans crier, sans trembler. Je voulais qu'elle l'entende comme je l'avais entendu, dans sa nudité, dans sa bassesse, dans sa vérité. Claire a baissé les yeux vers la table. J'ai attendu. Puis elle a dit, d'une voix très basse, qu'elle pensait faire ce qu'il fallait. Je lui ai répondu que c'était justement cela, l'horreur. Les gens qui veulent vraiment nuire prennent parfois moins de précautions. Ils assument leur avidité. Ils laissent entrevoir leur violence. Elle, au contraire, s'était enveloppée de raison. Elle avait recouvert sa volonté d'écarter son père d'un discours de sécurité et d'organisation. C'était plus propre, plus défendable, plus abject aussi. Je lui ai dit « Tu n'as pas seulement voulu me déplacer, tu as commencé à me parler comme si j'étais déjà sorti de ma propre vie. » Elle s'est redressée, comme si cette phrase la touchait plus que tout le reste. Peut-être parce qu'au fond elle savait que c'était exact. Elle a murmuré que Marc l'avait beaucoup influencée, qu'il lui avait fait peur avec les chutes, les vols, les cambriolages, les accidents domestiques, les démarches compliquées à venir. Je l'ai laissé parler. Pas parce que j'ignorais la part de Marc, mais parce que je refusais qu'elle se décharge entièrement sur lui. Je lui ai répondu que Marc avait certainement soufflé, orienté, accéléré, encouragé. Oui, mais qu'il n'avait pas mis dans sa bouche la phrase qu'elle m'avait dite. Il n'avait pas forcé sa main à déposer des brochures chez moi. Il n'avait pas tenu sa voix quand elle m'avait parlé comme à un intrus. Les influences existantes, elles n'abolissent pas la responsabilité. On est toujours comptable du moment où l'on consent à devenir l'outil du pire, en se persuadant qu'on ne fait qu'aider. Claire a pleuré. Pas beaucoup. Pas comme ce cinéma. Pas de ces pleurs qui lavent. Des larmes maigres, tardives, presque contrariées. Je n'y ai vu ni rédemption, ni spectacle. Seulement la première fissure d'un mensonge intérieur. Elle m'a dit qu'après la mort de sa mère, elle s'était sentie obligée de tout contrôler. Que voir la maison, les papiers, mon refus de changer quoi que ce soit, l'avait angoissée.
que Marc répétait que si rien n'était anticipé, tout deviendrait plus compliqué. Elle a dit le mot compliqué 2 fois, comme si la complication justifiait qu'on retire à un homme sa place avant l'heure, comme si le confort des héritiers passait avant la dignité du vivant. Alors j'ai mis fin à ses explications. Je lui ai dit « Écoute-moi bien, tu peux regretter, tu peux comprendre, tu peux même demander pardon. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. Le 12 avril 2024, dans cette cuisine, tu m'as parlé comme on parle à quelqu'un dont on convoite déjà les murs. Et ça, je ne l'oublierai pas. » Elle a fermé les yeux. Longtemps cette fois, puis elle a dit « Je sais. » 2 mots seulement. Les mêmes que certains disent quand ils découvrent trop tard que la faute n'est plus discutable. Je ne l'ai pas consolée. Je n'étais pas là pour la soulager de sa honte. Je voulais qu'elle la garde, qu'elle vive avec, qu'elle comprenne que certains gestes, même empêchés, laissent derrière eux une odeur qui ne part jamais complètement. Je lui ai dit aussi autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Ta mère ne t'a pas condamné. Elle m'a protégé. Nuance. Cette nuance était essentielle. Hélène n'avait pas cherché à humilier sa fille. Elle avait seulement refusé que sa propre lucidité soit trahie par une fausse équité. Elle savait qui tiendrait la maison. Elle savait qui résisterait aux pressions. Elle avait choisi en conséquence. La justice, dans les familles, n'est pas toujours symétrique. Elle est parfois simplement exacte. Claire m'a demandé si je lui pardonnerais un jour. J'ai répondu que le pardon n'est pas une gomme, qu'il n'efface ni les phrases ni les intentions, qu'au mieux il laisse une porte entr'ouverte pour que la pourriture n'envahisse pas tout, mais qu'on ne reconstruit jamais exactement sur une pierre fendue. On apprend seulement à vivre avec la fissure visible. Elle est restée encore un moment. Nous n'avons presque plus parlé. Avant de partir, elle a regardé la chaise d'Hélène, puis la fenêtre, puis le jardin. J'ignore ce qu'elle a vu réellement. Son enfance peut-être. Sa mère debout près de l'évier. Moi, plus jeune, couvert de poussière de chantier. Le figuier encore mince, peut-être a-t-elle compris à cet instant qu'elle n'avait pas seulement failli me voler une maison. Elle avait failli commettre quelque chose de plus grave, se couper elle-même de la source qui l'avait constituée. Après son départ, je suis resté seul. Mais ce n'était plus le même genre de solitude que depuis la mort d'Hélène. Ce n'était plus la solitude du manque. C'était celle, plus dure, de la vérité enfin dite. J'ai fait du café. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait la terre humide. Au loin, quelqu'un passait en tracteur. Le monde, indifférent, continuait. Et moi, assis dans ma cuisine, je regardais la chaise d'Hélène en pensant que les morts laissent parfois derrière eux plus de force que les vivants autour d'eux. J'ai compris alors plusieurs choses. D'abord que, dans les familles, la trahison commence rarement par l'argent. Elle commence par le regard. Le jour où l'on cesse de voir un père comme un sujet pour le regarder comme une situation, tout est déjà presque perdu. Ensuite, qu'il existe des hommes comme Marc, qui ne sont pas toujours les auteurs directs du désastre, mais qui le rendent pensable, logique, presque propre. Enfin, que les femmes comme Hélène voient souvent plus tôt que nous le moment exact où l'affection cesse de protéger et où il faut écrire, signer, verrouiller, nommer. Depuis ce jour, je vis toujours ici. Je me lève tôt. Je fais mon café dans la vieille cafetière italienne. J'ouvre les volets de la cuisine. Je regarde le figuier. Je vais au jardin. Je taille. Je bêche. Je nettoie. Pas parce que je m'illusionne sur le temps qui reste. J'ai 87 ans. Je sais ce que vieillir veut dire. Mais justement parce que je le sais, je refuse d'être expulsé symboliquement avant l'heure par ceux qui trouvent cela plus pratique. Vieillir ne signifie pas devenir disponible pour la convoitise des autres. Vieillir ne signifie pas céder sa place pour soulager la mauvaise conscience des héritiers pressés. Claire vient parfois. Pas souvent. Pas comme avant. Mieux vaut ainsi. Entre nous, quelque chose continue d'exister, mais différemment. Elle sait désormais que je l'ai vue. Pas seulement dans son erreur, dans sa métamorphose. Et une fille supporte mal qu'un père ait vu le moment exact où elle s'est laissée déshonorer par l'intérêt et la peur. Quant à Marc, je ne l'ai pas revu seul depuis. Il a envoyé un message pour parler d'apaisement. Je n'ai pas répondu. On n'apaise pas ce qu'on a tenté d'organiser dans l'ombre. On s'en tient à distance. Julien, lui, passe le dimanche. Nous parlons peu de l'affaire. Ce n'est plus nécessaire. Entre nous, il y a désormais quelque chose de simple et de net. Il a tenu sa place. Adrien vient aussi quelquefois.
Il m'aide au jardin. Il m'écoute parler d'Hélène. Et je vois bien, dans sa manière de déplacer une chaise ou de se taire au bon moment, qu'il a hérité d'elle autrement que par le sang, par la lucidité. Je ne raconte pas cette histoire pour me faire plaindre. Je la raconte parce qu'il faut nommer les mécanismes avant qu'ils ne deviennent ordinaires. Il faut dire qu'il existe des filles qui déposent des brochures avant de déposer leur père. Des gendres qui mesurent la valeur d'une maison avant même que le deuil n'ait fini de refroidir. Des familles qui parlent d'amour alors qu'elles préparent un effacement. Il faut dire aussi qu'un homme âgé n'est pas un espace vide à réorganiser. Qu'une maison construite en 1971 par des mains usées, habitée 50 ans par une femme fidèle, n'est pas un actif neutre, c'est une mémoire incarnée. Et vouloir en chasser celui qui lui a donné forme, c'est se salir plus profondément qu'on ne l'imagine. Ce matin encore, en ouvrant la cuisine, j'ai vu la lumière tomber de biais sur le sol de pierre. La même lumière qu'au printemps 1972, quand Claire faisait ses premiers pas dans cette pièce. La même qu'en août 1976, quand Hélène berçait Julien près de la fenêtre. La même qu'en février 2023, quand la maison a compris avant moi qu'elle allait perdre sa maîtresse. La même qu'en avril 2024, quand ma propre fille m'a dit que je n'étais plus le bienvenu. La lumière, elle, ne ment pas. Elle révèle. Elle montre ce qui est là depuis longtemps, même quand nous ne voulons pas le voir. Alors oui, j'ai été trahi. Oui, par ma propre fille. Oui, dans ma propre cuisine. Mais elle s'est trompée sur une chose essentielle. Elle a cru que l'âge m'avait déjà retiré la capacité de voir. Elle a cru que le veuvage m'avait affaibli au point de me rendre malléable. Elle a cru qu'un homme seul dans une grande maison finit toujours par céder, s'il est pris au bon moment, avec les bons mots, les bons dossiers, la bonne pression, le bon ton. Elle n'avait pas compris qu'Hélène m'avait laissé plus qu'un deuil. Elle m'avait laissé une vérité prête à se lever, le jour où l'on tenterait de me faire disparaître avant la fin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, dites-moi depuis quelle ville vous l'écoutez, et surtout racontez-moi votre théorie en commentaire. Claire a-t-elle agi par peur, par intérêt,